Tout le monde était très choqué, très surpris. On est sortis dans la rue et là, c'était l'apocalypse. Ces personnes-là ont vécu un traumatisme. Ils ont été la cible d'un attentat qui visait à les tuer. On les avait oubliés. Il y avait une part de déni, peut-être, de la puissance publique. Dans ce procès, tout d'un coup, il y a eu du vivant, de la chair et hélas, du sang. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les victimes, c'est des gens, c'est des humains. Nous sommes Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman et vous écoutez Copernic, l'attentat, le procès, un podcast de RCJ Studio. On a jugé quelqu'un qui a fait pleurer, qui a fait mal, qui a tué. Et ça change tout. Vous êtes avocat, vous étiez partie civile au procès des attentats de janvier 2015. Le président annonce l'audition des parties civiles relatives à l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo. Vous étiez donc partie civile dans le dossier de l'attaque de Montrouge. 6e jour de procès consacré aux auditions des parties civiles de l'attentat de Charlie Hebdo. Avocat des parties civiles au procès de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. On est avocat de partie civile dans ce dossier, mais on est avocat avant tout. Depuis 2012, de terribles attentats ciblent la France. L'école aux Aratora de Toulouse, Charlie Hebdo, l'hypercacher, le Bataclan, le Stade de France, les terrasses parisiennes. Ces attentats ont fait des centaines de victimes, tuées, blessées, endeuillées. Dans un procès en pénal, nous appelons ces victimes les parties civiles. Depuis ces terribles événements, les parties civiles sont pleinement dans la lumière. Une partie civile est une personne qui s'estime victime d'une infraction pénale et qui intervient dans une procédure pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Toujours selon la loi française, ce préjudice peut être corporel, moral ou concerner des biens. Ainsi, les parties civiles peuvent être des personnes physiques, des blessés, des familles de victimes. Ou morales. Ici, la synagogue, par exemple, ou l'Association française des victimes du terrorisme. Au procès Copernic, nous avons vu très peu de parties civiles. À la différence des derniers procès jugeant des actes de terrorisme, les victimes d'un préjudice moral ne se sont pas constituées parties civiles ici. Sur toutes les personnes touchées de près ou de loin par cet attentat, seules 26 personnes et associations étaient représentées le 3 avril 2023. Mais pourquoi les fidèles de la synagogue, les personnes qui étaient visées par cet attentat, n'ont pas été massivement présentes à ce procès ? Cette question, nous nous la sommes posée avec Laurence pendant ces 3 semaines de procès. Donc, je suis Antoine Casubolo-Ferraud, je suis avocat et dans le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, j'étais l'avocat d'Isabelle d'abord et ensuite de d'autres personnes qui étaient dans la synagogue au moment des faits, qui se sont présentées au premier jour du procès et qui m'ont choisi. Et puis ensuite d'autres personnes qui ont entendu parler de moi et de notre action, qui nous ont rejoints, et donc je me suis retrouvé avocat d'une 20aine de personnes. Et puis, depuis 2010, je suis un des avocats de l'Association française des victimes du terrorisme. Et dans ce procès, l'Association française des victimes du terrorisme avait désigné David, père, qui est un de mes amis, bien sûr, et donc j'ai beaucoup travaillé avec David pour la FVT dans ce procès, et j'ai également plaidé pour la FVT. Et puis ensuite, pour la FVT, je découvre et je rencontre Corinne Adler, puisque je réalise des petits portraits des victimes d'attentats, de différents attentats. Donc je rencontre Corinne qui me raconte sa bat mitzvah, l'horreur de cette soirée pour elle. Donc ça, c'était en 2012. Et puis, quelques semaines avant le procès, eh bien, il y a Isabelle qui me contacte via la FVT. Donc Isabelle, je la rencontre et puis on discute de l'intérêt d'être partie civile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle est une victime ? Elle est une victime, oui, mais est-ce qu'elle est une victime d'un point de vue judiciaire ? Est-ce qu'on peut aller à la barre et se constituer ? Ça veut dire quoi, constituer ? Donc je lui explique tout ça. Elle me donne sa confiance. Et à partir de là, on va travailler ensemble à préparer ce procès. Se constituer partie civile, ça veut dire que dans une affaire où on a, par exemple, un attentat, c'est pénalement répréhensible. Donc, la personne qui va porter l'accusation contre la personne qui a commis
cet attentat, quand il est identifié, c'est le ministère public, c'est le procureur, au nom du peuple français. Mais dans cet attentat, quand il y a un acte de violence, il y a des personnes qui physiquement l'ont subi. D'accord ? Donc il y a le procureur pour le peuple français, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des bombes dans la rue. Puis il y a des gens qui sont pris des éclats d'obus ou de bombes ou de mitraillettes, et eux ils sont morts. Donc il y a les parents qui ont perdu leurs proches. Ils le prennent directement, ils ont survécu. Ils sont victimes. Et ces victimes ont des intérêts civils à faire valoir. Le médecin, l'arrêt de travail, la dépression, tous les lendemains, tout ce qui fait qu'on n'est plus la même personne après un attentat. Et l'intérêt, notamment, de tout ce qu'on a fait depuis avec, par exemple, le fonds de garantie, etc., quand quelqu'un se constitue partie civile, c'est pour demander à la personne qui a commis l'attentat de nous indemniser pour nous remettre dans l'état où nous étions avant l'attentat. On a des intérêts distincts, nous, les victimes d'attentats, on a des intérêts distincts du peuple français, parce que nous, je parle de mon association, pas moi, mais nous, association, nous, victimes d'attentats, malheureusement, comme l'a dit Delphine Orviller dans son livre « Vivre avec les morts », dès lors qu'on est victime d'un attentat, on se retrouve dans une espèce d'île, entourée d'eau, et sur cette île, il n'y a plus que les gens qui ont vécu la même chose que nous, qui peuvent nous comprendre, et avec qui on peut parler. Et voilà pourquoi j'ai conseillé aux victimes, aux gens qui étaient dans la synagogue, de se constituer partie civile. Dans ce procès, tout d'un coup, il y a eu du vivant, de la chair et hélas du sang. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les victimes, c'est Isabelle, c'est Pierre, c'est Martine, c'est Corinne, c'est des gens, c'est des humains, c'est pas des entités comme ça, c'est pas des fourmis, c'est des gens, quoi. Et on les a vus, à la barre, ils sont venus nous dire ce que c'est que se prendre à 13 ans du plâtre, du plafond sur le visage, des bouts de verre dans les yeux, et s'entendre dire « Dégagez, vous n'avez rien à faire ici !» et d'entendre le Premier ministre dire que y a des victimes qui sont mortes, des victimes innocentes, des Français innocents qui sont morts, de sortir de la synagogue et de dire « Mais j'ai 13 ans, voilà comment on rentre dans la vie en plus, j'ai 13 ans, et donc je suis pas innocent, je suis pas français, c'est quoi cette histoire ?» Donc ça a ramené ça au procès. C'est ce vivant, ce moment, cette odeur de sang, cette odeur de chair, de poudre, et voilà. Et on jugeait quelqu'un qui a pas juste comme ça pensé attentat. On a jugé quelqu'un qui a fait pleurer, qui a fait mal, qui a tué. Et ça change tout. Et il y a que les parties civiles qui peuvent apporter ça. Revendiquer un attentat comme antisémite est évidemment un acte politique. Ne pas en reconnaître ses victimes l'est tout autant, car c'est faire le choix de sous-entendre une responsabilité de la communauté juive, ou du moins de minimiser sa souffrance. Nous ne pouvions donc pas aborder cette question de la non-prise en charge des victimes juives sans nous adresser à un représentant politique de la communauté juive. Pour moi, l'attentat de la rue Copernic, il porte en germe très clairement les composantes de l'antisémitisme contemporain qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Jonathan Arfi, président du CRIF. Pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, pour la première fois, des Juifs sont morts après la Shoah en France, visés, en tout cas des Juifs ont été visés en tant que tels par un acte antisémite qui visait à tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait déjà en germe l'idée que, au nom de la haine d'Israël, on pouvait venir viser des Juifs en France. C'est fondamentalement déjà les discours des terroristes, aussi bien de l'Hypercacher que d'Otsara Torah, où les justifications invoquées par les terroristes étaient aussi liées au conflit au Proche-Orient, en invoquant le sort des enfants palestiniens et ainsi de suite. Si on avait été capable d'entendre à ce moment-là qu'il y avait des liaisons dangereuses, fondamentalement, qui sont parfois faites, peut-être qu'on aurait pu désamorcer une partie de l'antisémitisme contemporain, ou en tout cas être capable de l'analyser plus vite. Sur le soutien politique, bien sûr, notre responsabilité de CRIF est de s'assurer que les leçons de cet attentat soient entendues,
que les victimes soient considérées. En revanche, bien entendu, l'accompagnement psychosocial des victimes ne relève pas des attributions du CRIF, mais nous serons vigilants sur le fait que on les respecte en tant que victimes, que on ne les renvoie pas à un statut de témoin, mais bien à un statut de victime. On les avait oubliés, il y avait une part de déni peut-être de la puissance publique en se disant ces juifs qui étaient à l'intérieur de la synagogue finalement, par les circonstances de l'attentat, n'ont pas été directement blessés et donc ne sont pas au fond des victimes. Je crois qu'entre-temps, l'approche qu'on a de ce qu'est une victime a évolué, et tant mieux, parce que ces personnes-là ont vécu un traumatisme, il faut le dire comme tel, il faut mettre le mot. Ils ont été la cible d'un attentat qui visait à les tuer, et ils vivent toute leur vie ensuite avec l'idée d'être des survivants, d'une certaine manière. Voilà. Et je pense que c'était important que leurs paroles soient massivement présentes lors de ce procès. Peut-être que certains d'entre eux avaient désespéré que ce procès puisse avoir lieu, avaient renoncé à porter leur voix au départ, mais voyant que ce procès se déroule finalement, voyant l'importance qu'il a pu prendre durant ces quelques semaines, eh bien, c'était important qu'ils se joignent en exprimant, en racontant leur histoire, en racontant les vies blessées, écorchées, qui ont fait suite à cet attentat. Notre responsabilité de Français juifs, c'est en permanence de rappeler que cet attentat a été un attentat contre tous les Français. Il a visé des Français juifs. Il a été fondamentalement un attentat contre la France. Il n'y a pas de raison de considérer ça autrement aussi. Et on aurait pu espérer trouver plus de solidarité, plus de compassion, plus d'empathie, bien sûr. Ce moment-là a, pour moi, la même portée symbolique que le moment de l'attentat de Toulouse, d'Otsar Hatorah, où on a eu aussi un sentiment de solitude, où on a eu aussi le sentiment qu'une partie des Français considérait que c'était une affaire qui ne les concernait pas. La synagogue de la rue Copernic est un bel édifice construit en 1907 dans le style art déco. Au centre, sous la grande coupole de verre, l'estrade, la théba, qui fait face à l'armoire sainte, la Rona Kodesh, où se trouvent les rouleaux de la Torah. Ce lieu de culte libéral avait dans le passé un autre 3 octobre déjà fait l'objet d'un attentat. C'était en 1941, sous le régime de Vichy. Le mouvement d'extrême droite social-révolutionnaire avait posé une bombe, causant la destruction partielle de la synagogue. 39 ans plus tard, le 3 octobre 1980, à 18h35, 320 fidèles sont réunis pour célébrer 5 bar et bat mitzvah. Le rabbin et le chazan entourent les jeunes garçons et filles. Au premier rang, les familles et les habitués de la synagogue. Un peu plus loin, dans ce qu'on appelle l'annexe, sont assis les jeunes, entre amis. Mais qui sont donc ces victimes, ces fidèles de la synagogue visés par l'attentat du FPLPOS? Qui sont ces 320 personnes qui célébraient l'entrée du Shabbat de la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980? Pendant des années, nous ne les entendons pas, elles n'existent même pas. Jusqu'à ce que Corinne Adler, désormais figure emblématique du procès, se constitue partie civile en 2011. Bonjour, je m'appelle Corinne Adler. Je suis sage-femme, tabacologue et comédienne. J'ai 56 ans et j'avais 13 ans lors de l'attentat de la rue Copernic le 3 octobre 1980. Donc le 3 octobre, c'était le jour de ma bat mitzvah à la synagogue Copernic. Et donc je suis arrivée un peu avant l'office. L'office se déroulait de 18h à 19h. Et donc on avait rendez-vous avec le rabbin un petit peu avant, vers 17h30. On était 5 jeunes adolescents à célébrer notre bar et bat mitzvah ce jour-là. Donc on était 2 filles, 3 garçons.
Et donc tous les 5, on avait rendez-vous avec le rabbin. Donc, je suis arrivée de mes propres moyens, de chez mes parents, chez lesquels j'habitais dans le 14e. Voilà, j'avais mis ma jolie petite robe bleue et jaune. et j'étais très contente, un peu traqueuse, un peu émue, mais très contente et excitée de célébrer ma bat mitzvah ce jour-là, de savoir que ma famille, mes amis allaient être là et qu'on allait célébrer cet événement préparé depuis longue date au Talmud Torah avec mes professeurs du Talmud Torah de Copernic. C'était donc au milieu de l'office. On était tourné vers l'armoire où se trouve la Torah pendant une des prières, donc le Kaddish, il me semble. Juste avant, il y avait eu cette prière silencieuse qui s'appelle la Hamida. Et en effet, tout d'un coup, j'entends donc derrière nous ce bruit énorme, assourdissant, d'explosion. J'ai tout de suite compris que c'était une explosion, une bombe. C'était vraiment très 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 fort. Je me suis à ce moment-là recroquevillée et cachée sous la teva, et qui était un peu en renfoncement. Et j'ai eu dans mes idées qu'il y allait avoir une fusillade. Donc voilà, j'ai eu ce réflexe de me cacher et de me recroqueviller. Et il y avait plein de bouts de verre par terre parce que une partie de la verrière était tombée en éclats. Donc je me suis assise par terre, dans le verre, probablement. Ça, je me souviens pas. Moi, je sais plus si je me suis accroupie ou assise. En tout cas, je pense que je me suis assise, puisqu'après, j'ai eu des petites blessures sur les jambes et des petites déchirures au niveau de la robe. Et puis, le rabbin a dit on continue. Donc, je me suis relevée. Je suis allée à côté du rabbin pour continuer l'office. Et en fait, en regardant les fidèles, l'assemblée des gens qui étaient là, je me suis aperçue qu'il y avait un mouvement de panique, que certaines personnes avaient reçu des pierres ou des bouts de plafond sur la tête et qu'il y avait des gens qui saignaient au niveau de leur tête. Et du coup, le rabbin a vu que c'était pas possible de continuer. Il voulait que les gens se calment, mais il y avait quand même ce mouvement un peu de panique quand même. Et du coup, il a dit, il me semble me souvenir qu'il a dit, on sort dans le calme. Donc voilà, tout le monde était très choqué, très surpris. On est sorti dans la rue pour rentrer à la maison, et là c'était l'apocalypse. C'était une transformation totale. La rue était noire, avec de la fumée, des bouts de verre partout, des corps par terre, recouverts ou pas avec des draps, la police, les pompiers qui étaient déjà là. Voilà, le chaos total. Donc un contraste énorme avec évidemment la rue ensoleillée de avant et quand je suis rentrée dans la synagogue, et le contraste avec cette vision apocalyptique ensuite. Le lendemain, donc avant de partir de la synagogue, le rabbin a dit nous n'avons pas peur, nous ne nous laisserons pas impressionner par des attentats de cette sorte, et nous continuerons à pratiquer notre religion à Copernic, et demain, et tous les vendredis, et tous les samedis, et voilà. Donc demain, comme d'habitude, office demain matin à 10h30. Et alors, il y avait un monde énorme auquel je ne m'attendais pas. La synagogue était remplie, complètement remplie, la rue entière
rue Copernic, d'un bout à l'autre, donc de l'avenue Kléber à la place Victor Hugo, était noire de monde. Donc il y avait eu vraiment un mouvement immédiat de la population qui était venue pour protester, pour nous soutenir et voilà, qui était là. Au premier rang des bancs des fidèles de la synagogue, il y avait Simone Veil, Michel Rocard, François Mitterrand, qui étaient venus assister à l'office. La vie a continué. On a su, évidemment, assez rapidement que 4 personnes étaient décédées. On a su que certains étaient encore gravement blessés. Enfin, voilà, on a su par les médias, en fait, plus par l'actualité. Et puis, c'est tout. Et puis, alors, moi, je suis retournée à la synagogue chaque semaine, tous les vendredis soirs. Ensuite, j'ai intégré, on a créé un groupe de jeunes pour assurer la sécurité de la synagogue. J'ai intégré ce groupe, donc on disait les jeunes de la sécurité. Ça veut dire que avant chaque office, on fouillait la synagogue, on arrivait en avance. Ensuite, les filles fouillaient les femmes, les garçons fouillaient les hommes. Donc on regardait les sacs, on faisait une fouille un peu corporelle des poches et des manteaux. Et à chaque fête, on était là pour assurer la sécurité. Donc je me suis vraiment engagée non seulement à continuer à aller à la synagogue chaque semaine, et puis à être là à chaque fête pour assurer la synagogue, et puis pour continuer à pratiquer. Voilà. Après, on n'en parlait pas entre nous. On savait qu'on faisait la sécurité, que c'était nouveau, cette sécurité, parce qu'il y avait eu l'attentat. On savait qu'on avait vécu ça, mais on n'en reparlait pas, personne ne nous proposait des groupes de parole, personne ne nous proposait d'être vu par un psychologue, enfin il n'y avait absolument pas ça. En famille, on n'en parlait pas non plus. En fait, parfois, certains amis de la famille évoquaient l'événement en disant « vous avez vécu ça, c'était terrible et tout », mais voilà, on disait « oui, c'est terrible, c'est très triste, c'est affreux, 4 personnes sont mortes », enfin bon, et voilà, on n'en parlait pas plus que ça. Moi, je suis retournée à l'école. J'ai pas du tout manqué l'école ni rien du tout. Il n'y a pas eu de phénomène spécial, sauf un mois plus tard où on s'est aperçu que j'avais plus de cils, plus de sourcils du tout. Donc ça fait un regard un peu bizarre, sans cils, sans sourcils. Et donc c'est comme ça qu'on s'en est aperçu, parce qu'ils sont tombés en fait au fur et à mesure, ils sont pas tombés d'un coup. Donc au fur et à mesure, j'en avais de moins en moins, et à un moment donné, j'en avais plus. Et donc là, ma mère m'a emmenée chez notre dermato pour savoir ce que j'avais, et il a demandé si j'avais subi un choc quelques semaines auparavant, et là tout de suite ma mère a dit « ah bah oui, bien sûr, l'attentat », et donc il a dit « bah écoutez, cherchez pas plus loin, c'est la réaction au choc ». En 2010, donc pour les 30 ans l'anniversaire des 30 ans de l'attentat, ça correspondait aux années 2007-2008 où Marc Trévidic avait avait terminé l'enquête et désigné Hassan Diab comme responsable ou premier suspect. Et du coup, c'est là que j'ai été contactée par le premier qui m'a contactée. En fait, c'était Laurent Jaoui, qui voulait faire le film d'après le livre de Jean Kiki-Zola et Monsieur De Guenne. Et en fait, il voulait faire ce documentaire et il m'a contacté pour savoir si je voulais bien témoigner dans son documentaire. Une fois que ce documentaire est sorti, c'est passé sur Infrarouge, sur France 2, et donc j'ai été contactée par les journalistes parce qu'ils avaient vu le documentaire, justement, pour les 30 ans. Donc ils voulaient m'interviewer, et j'ai été contactée en même temps par l'Association française des victimes du terrorisme, la FVT, par Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui m'a proposé de faire partie de cette association et de me rencontrer, et qui voulait un petit peu parler avec moi. Et c'est à ce moment-là que je rentre dans la boucle, parce que donc Guillaume me présente Maître David Père en me disant que je pouvais me constituer partie civile.
Et je lui ai dit, mais non, mais moi, je n'ai aucune légitimité à être partie civile puisque je ne suis pas victime. Et c'est là que Guillaume m'explique que si, que je fais partie des victimes et que j'ai toute la légitimité à être victime et à me présenter, enfin à me composer partie civile. Alors, c'est vrai que j'ai été pendant des années une des seules parties civiles à être là. En 2010, quand Laurent Jaoui a voulu faire son documentaire, il a essayé de contacter d'autres personnes qui étaient présentes dans la synagogue, et notamment les 4 autres jeunes qui faisaient leur bar et bat mitzvah avec moi, pour les interviewer et pour avoir leur témoignage dans ce documentaire. Il n'a pas eu de retour. Et comment dire, il y a eu la conférence de presse en 2010, il y a eu régulièrement, quand Hassan Diab a été extradé en 2014, la presse nous a interviewés également, donc ça a été dit. Voilà, donc ça m'a surprise que pendant toutes ces années, personne de la synagogue ne s'est manifesté pour témoigner, parce que moi, à chaque fois, les journalistes venaient vers moi et m'interviewaient. Et donc, je me suis dit, tiens, personne ne me contacte ou ne contacte la synagogue pour dire j'ai entendu qu'il se passe quelque chose et je suis là aussi. Voilà, c'était comme ça. Moi, après, je n'allais pas chercher des gens et je me disais, de toute façon, j'ai envie de mener ce combat, et j'étais très bien accompagnée par Maître David Père, et je tenais à continuer à aller aux audiences, à prendre rendez-vous avec David Père pour savoir comment évoluaient les choses, même si ça évoluait très lentement. Mais voilà. Et donc, l'apparition de tous ces gens et de cette constitution de partie civile a été vraiment une grande force et une grande démonstration de rassemblement, de solidarité et voilà, d'émotion de gens qui ont vécu un même événement au même moment, et que ça a marqué nos vies, de toute évidence. Bonjour, je suis David Père, je suis avocat au barreau de Paris. J'étais dans cette procédure l'avocat de Madame Adler, de Monsieur le rabbin Williams, et puis d'un certain nombre de fidèles qui étaient présents le 3 octobre 1980 dans la synagogue de la rue Copernic. On m'a présenté Madame Adler, je crois que c'était à l'occasion des 30 ans de l'attentat de la rue Copernic, lors d'une cérémonie. Et à cette époque-là, les victimes de l'attentat n'avaient pas forcément conscience qu'il y avait d'abord une procédure judiciaire toujours en cours, et que deuxièmement, alors que certaines n'avaient pas été blessées dans leur chair, elles pouvaient se constituer partie civile. Parce que, comme c'était une autre époque où les modes de communication étaient beaucoup moins développés que la nôtre, l'information des gens et des fidèles qui étaient là dans la synagogue le 3 octobre 1980, elle ne s'est pas faite. On leur a dit « rentrez chez vous », et puis la vie continue en fait. Et donc Madame Adler, donc de mémoire il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on me l'a présentée, on lui a dit « voilà, il y a une procédure d'instruction toujours en cours, première nouvelle quand même, et deuxièmement, Madame, vous êtes victime, vous pouvez vous constituer partie civile ». C'est Guillaume de Noix-de-Saint-Marc, à l'époque, qui était président de l'Association française des victimes du terrorisme, qui nous a mis en contact. D'abord, l'avocat de la partie civile, il ne porte pas l'accusation, forcément. Ce n'est pas son rôle. Il peut, si son client lui demande, le faire, mais son rôle premier, c'est d'abord... je pense que c'est un rôle fondamental dans notre société, parce que sinon, il y a un déséquilibre, et sinon, il y a des tensions, parce que les gens ne comprennent pas ce qui est attendu et ce qu'une partie civile peut et doit demander. D'abord, il a un rôle qui est un rôle d'éducation de son client sur ce que c'est qu'une procédure pénale, ce qui va se passer et quelles sont les choses ou les actes que l'on peut faire en tant que partie civile. Ça, c'est très important parce que la justice est très longue, la justice est assez obscure, utilise des termes qui sont d'un autre âge. Et donc, quand on est victime d'un délit ou d'un crime, qu'on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément,
Et il faut dire que la procédure de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, c'était quelque chose qui n'est pas très compréhensible parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient ou d'ascenseurs émotionnels. D'abord, on a vraiment un rôle d'explication et d'assistance qui est fondamental. Et si on ne le fait pas de façon très professionnelle, on se retrouve avec des gens qui sont, en grande souffrance et qui ne peuvent pas accepter les décisions qui sont prononcées. Donc, ça, c'est un premier point qui me semblait vraiment important de rappeler. En tout cas, c'est ma conception du rôle de l'avocat des parties civiles. Ensuite, quand on se confronte à un dossier comme celui-là, évidemment qu'il faut comprendre un petit peu de quoi il s'agit, ne serait-ce que parce que nous, on a un rôle de vérité, une obligation de vérité vis-à-vis de nos clients, qu'on n'est pas des militants, des avocats, et que donc, il faut donner les forces et les faiblesses du dossier à ses clients pour qu'ils aient une vision très claire de ce qu'il peut se passer ou pas. Je considère qu'il ne faut pas, ni mentir à ses clients, évidemment, ni même les entretenir dans un fantasme d'une décision possible ou pas. Il faut jouer carte sur table et leur dire voilà les forces et les faiblesses. Vous savez, quand on est victime d'un acte aussi atroce que une bombe devant un lieu de culte, qui est un lieu par définition de paix, de recueillement, de joie, on est absolument traumatisé et on est frappé à vie par l'entrée de la guerre dans le lieu de la joie. Et donc, Madame Adler, mais aussi les autres, ont été marqués à vie par cet attentat. Un certain nombre de ces fidèles n'ont pas, jusqu'à présent, effectué le processus pour pouvoir sortir de ce traumatisme, parce que d'abord, encore une fois, la société ne les avait pas reconnus comme victimes. On leur avait dit de rentrer chez eux et que tout allait bien et qu'il fallait continuer à vivre. Et puis parce que ensuite, je crois que c'était pas la même époque. Je crois qu'à l'époque, aller voir un psy, c'était considéré comme quelque chose d'un peu anormal ou pour les fous, et que donc beaucoup n'ont pas fait le travail qui aurait été nécessaire. Et on a vu lors de l'audience des gens qui étaient en larmes, dans un état de douleur, de stress, de tension terrible, parce qu'il y avait moi, j'ai eu l'impression qu'on avait une plaie mal cicatrisée qui tout d'un coup s'était ouverte. Et donc, là, elles peuvent se dire qu'en effet, elles sont reconnues en tant que victimes, on leur a donné la parole, on a bouleversé le calendrier pour qu'elles puissent venir expliquer ce qu'elles avaient vu. Ça n'a pas réparé, on va dire, la longueur de la procédure ou le fait que ça a mis autant de temps, mais quelque part, le système judiciaire et la France les ont entendues. Pendant des années, Corinne Adler a été la seule, aux côtés de l'Union libérale israélite de France, à parler et à se battre au nom des fidèles juifs visés ce soir-là. Celle qui exerce aujourd'hui la profession de sage-femme est venue tous les jours, du début à la fin du procès. Elle n'a rien perdu de ses journées d'audience, tout comme elle avait suivi les multiples rebondissements de la procédure judiciaire. Pourtant, nous avons vite compris qu'elle n'était pas la seule à vouloir rappeler sa présence ce soir-là à la synagogue. 2 autres personnes assises au fond de la salle se sont informées de la tenue du procès et voulaient y être représentées. De 3 fidèles de la synagogue au début, ce sont finalement une trentaine de personnes qui avaient entre 10 et 20 ans le soir de l'attentat. Venues soutenir leurs camarades, elles se sont finalement toutes constituées partie civile afin d'être reconnues enfin comme des victimes de l'attentat. Merci à Maître Antoine Casubolo-Ferraud, à Jonathan Arfi, Corinne Adler et Maître David Père. Copernic, l'attentat, le procès. Une série documentaire de Laurence Goldman et Victoria Géraud-Velmont. Montage et mixage, Théo Secchi. Prise de son et musique originale,
Théo Secchi. Voix, Alex Bérébi. Documentation, Carlos Rangel. Journaliste, Victoria Géraud-Velmont et Laurence Goldman. Réalisation, Victoria Géraud-Velmont.